Le 23 octobre 1986, Sixtine Beauregard, une jeune femme de 21 ans, quitte son petit appartement de la rue Saint-Jean à Lyon pour se rendre à son cours de théologie à l'université catholique. Elle ne reviendra jamais. 19 ans plus tard, en 2005, des documents confidentiels du Vatican sont mystérieusement divulgués à la presse internationale, révélant que le dossier de disparition de Sixtine avait été classé sous scellé pour 50 ans sur ordre direct du Saint-Siège. Pourquoi l'Église catholique aurait-elle voulu cacher la disparition d'une simple étudiante en théologie ? Et surtout, que contenaient ces documents si compromettants qu'ils nécessitaient un silence absolu jusqu'en 2036. La vérité qui émergera de cette affaire ébranlera les fondements mêmes de l'institution religieuse la plus puissante au monde. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, automne 1986. La ville, avec ses 2 millions d'habitants dans l'ère urbaine, vibre encore de l'effervescence des manifestations étudiantes du printemps précédent. Le quartier du Vieux-Lyon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis seulement 4 ans, attire de nombreux touristes fascinés par ses traboules mystérieuses et son architecture Renaissance. C'est dans ce décor historique, entre les quais de Saône et la colline de Fourvière, dominée par la basilique Notre-Dame, que vit Sixtine Beauregard. Sixtine est née le 15 mars 1965 à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Sa mère, Marguerite Beauregard, était une ancienne religieuse qui avait quitté l'ordre des Sœurs de la Charité en 1964, officiellement pour raisons de santé. Elle avait trouvé un emploi comme secrétaire dans une petite entreprise textile du 3e arrondissement et élevait seule sa fille dans un modeste 2 pièces de la rue Saint-Jean. Marguerite était une femme discrète, profondément pieuse, malgré son départ de la vie religieuse. Elle emmenait fidèlement Sixtine à la messe dominicale en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, où officiait Monseigneur Claude Beauregard, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon depuis 1975. Cette coïncidence de nom de famille n'échappait à personne dans la paroisse, mais Marguerite se contentait de sourire mystérieusement quand on lui posait des questions à ce sujet. Sixtine grandissait dans cette atmosphère de religiosité teintée de mystère. Brillante élève, elle manifestait dès l'adolescence un intérêt profond pour la théologie et l'histoire de l'Église. Ses professeurs du lycée Jeanne d'Arc la décrivaient comme une jeune fille réfléchie, posant souvent des questions difficiles sur les contradictions apparentes entre les enseignements du Christ et certaines pratiques institutionnelles de l'Église. À 18 ans, contre l'avis de certains qui la trouvaient trop questionneuse pour la vocation religieuse, Sixtine s'inscrit à l'Université catholique de Lyon pour étudier la théologie. Elle excelle dans ses études, particulièrement en histoire de l'Église primitive et en droit canonique. Ses professeurs remarquent son esprit analytique et sa capacité à déceler les incohérences dans les textes officiels. En 1985, Marguerite tombe gravement malade. Un cancer du poumon, probablement dû aux années passées dans les ateliers textiles mal ventilés. Les derniers mois de sa vie, elle devient de plus en plus mystérieuse, parlant parfois dans son délire de secrets qui ne doivent jamais sortir et de promesses faites à Dieu. Sixtine, qui passe de longues heures à son chevet, ne comprend pas ces divagations qu'elle attribue aux effets de la morphine. Marguerite décède le 8 février 1986 à l'Hôtel-Dieu, dans le même hôpital où elle avait donné naissance à sa fille 21 ans plus tôt. Sixtine, désormais orpheline, se retrouve seule dans l'appartement familial, avec pour seul bien les maigres économies de sa mère et quelques meubles. C'est en rangeant les affaires personnelles de Marguerite qu'elle fait une découverte qui changera le cours de sa vie. Dans une vieille boîte en métal cachée au fond de l'armoire de sa mère, Sixtine découvre un ensemble de documents qui la laissent d'abord perplexe, puis profondément troublée. Il y a d'abord un certificat de naissance, le sien, mais pas celui qu'elle connaissait.
Sur ce document original, dans la case « Père », figure clairement le nom Claude Beauregard, avec la mention « Clerc » griffonnée à côté puis effacée. Un second certificat, celui qu'elle avait toujours connu, indique « Père inconnu ». Plus troublant encore, elle trouve une série de lettres datées de 1964 et 1965. Les premières, écrites d'une main masculine sur papier à en-tête du séminaire de Lyon, s'adressent à « ma très chère Marguerite » et parlent d'un amour impossible et d'un enfant que nous ne pourrons jamais reconnaître publiquement. Les dernières lettres, datées de quelques mois après sa naissance, évoquent l'arrangement trouvé avec les autorités diocésaines et promettent un soutien financier discret pour l'éducation de l'enfant. Toutes ces lettres sont signées Claude, et l'écriture correspond parfaitement à celle que Sixtine a eu l'occasion de voir sur les documents officiels signés par Monseigneur Claude Beauregard lors des cérémonies paroissiales. La révélation la frappe comme un coup de massue. Monseigneur Claude Beauregard, évêque auxiliaire de Lyon, est son père biologique. Pendant des semaines, Sixtine lutte avec cette découverte. Elle relit obsessionnellement les lettres, étudie les documents, cherche à comprendre comment sa mère, une religieuse, avait pu avoir une relation avec un futur évêque. Les détails émergent peu à peu. Claude Beauregard était directeur spirituel au couvent où Marguerite avait pris ses vœux. Leur relation avait commencé dans le secret des confessions et s'était développée sur plusieurs mois, avant que Marguerite ne découvre sa grossesse. Le 10 septembre 1986, Sixtine prend une décision qui scellera son destin. Elle demande une audience privée avec Monseigneur Beauregard, prétextant un projet de recherche théologique nécessitant ses conseils. L'évêque, qui l'a vue grandir dans sa paroisse sans jamais soupçonner qu'elle puisse connaître la vérité, accepte de la recevoir dans son bureau de l'évêché le 20 octobre. La rencontre, selon le témoignage du secrétaire épiscopal qui les entend à travers la porte close, commence calmement. Sixtine expose d'abord son prétendu projet de recherche, puis après une vingtaine de minutes, sa voix se fait plus pressante. On entend distinctement Monseigneur Beauregard s'exclamer « C'est impossible !» suivi d'un long silence. Puis, la voix de Sixtine, ferme et déterminée. « Je veux que vous reconnaissiez publiquement être mon père. L'Église doit cesser cette hypocrisie. » La conversation se poursuit pendant près de 2 heures. Le secrétaire rapportera plus tard avoir entendu Monseigneur Beauregard supplier Sixtine de ne pas détruire 30 ans de vocation et évoquer les conséquences terribles pour toute l'Église de Lyon. Sixtine, de son côté, semble inflexible. Sa voix porte jusque dans le couloir quand elle déclare « Si vous ne dites pas la vérité, je le ferai moi-même. J'ai tous les documents nécessaires. » Sixtine quitte l'évêché vers 18h30, visiblement bouleversée selon le témoignage du gardien. Elle a donné à Monseigneur Beauregard 3 jours pour réfléchir à sa demande. Le 23 octobre, elle doit retourner chercher sa réponse définitive. Le matin du 23 octobre 1986, Sixtine se lève tôt dans son appartement de la rue Saint-Jean. Sa voisine du dessous, Madame Carnet, l'entend se préparer dès 7 heures du matin, inhabituel pour une étudiante qui a l'habitude de faire la grasse matinée. Elle prend une douche, prépare son petit déjeuner et vers 8h30, on l'entend parler au téléphone. La conversation est brève, mais Madame Carnet perçoit un ton anxieux dans sa voix. À 9h15, Sixtine sort de son immeuble. Le marchand de journaux du coin de la rue, M. Vidal, la voit passer avec son habituel sac d'étudiante en bandoulière. Elle lui achète le Progrès de Lyon et le Figaro. Chose inhabituelle, car elle ne prenait généralement que le journal local. Il la trouve différente, plus nerveuse qu'à l'ordinaire. Elle se rend d'abord à l'université catholique pour son cours de droit canonique de 10 heures. Son professeur, l'abbé Martineau, note qu'elle semble distraite et n'intervient pas dans les discussions, contrairement à son habitude. À la pause de 11 heures, elle confie à sa camarade de promotion, Anne-Marie Dubois, qu'elle a une démarche importante à faire et qu'elle ne reviendra pas pour le cours de l'après-midi. À 11h45, Sixtine quitte l'université. Le portier la voit partir en direction de l'arrêt de bus qui dessert le centre-ville. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante en public. Son rendez-vous avec Monseigneur Beauregard était fixé à 15 heures.
À 14h45, le secrétaire épiscopal voit Sixtine arriver à l'évêché. Elle semble très pâle et serre fermement son sac contre elle. Elle patiente dans le salon d'attente en feuilletant nerveusement un missel. À 15 heures précises, elle entre dans le bureau de Monseigneur Beauregard. Le secrétaire ferme la porte et retourne à son bureau situé dans la pièce adjacente. Contrairement à la rencontre précédente, cette fois, il n'entend pratiquement aucun bruit. Juste quelques murmures indistincts et, vers 15h45, ce qui ressemble à des sanglots étouffés. À 16h15, Monseigneur Beauregard ouvre sa porte et demande à son secrétaire d'annuler tous ses rendez-vous de la journée. Il paraît extrêmement troublé, presque défait. Quand le secrétaire demande des nouvelles de mademoiselle Beauregard, l'évêque répond sèchement qu'elle est partie par la sortie arrière pour éviter les journalistes. Une explication qui surprend le secrétaire, car aucun journaliste n'était présent ce jour-là. C'est seulement le lendemain matin, quand Anne-Marie Dubois s'inquiète de l'absence de Sixtine au cours, que l'alerte est donnée. Elle se rend rue Saint-Jean et trouve l'appartement vide, la porte non verrouillée. Le lit n'a manifestement pas été défait, les cours du jour sont restés sur le bureau, et le sac habituel de Sixtine n'est nulle part. Anne-Marie contacte immédiatement la police du 5e arrondissement. L'enquête préliminaire révèle que Sixtine n'a plus donné signe de vie depuis sa visite à l'évêché. Monseigneur Beauregard, interrogé comme dernière personne à l'avoir vue, déclare qu'elle semblait préoccupée par des questions théologiques complexes et qu'elle est repartie vers 16h15 après un entretien de conseil spirituel. Il nie toute relation particulière avec elle au-delà de ses fonctions pastorales. L'enquête piétine rapidement. Aucune trace de violence, aucune demande de rançon, aucun indice d'une fuite planifiée. Les recherches dans la Saône et le Rhône ne donnent rien. Les gares et aéroports sont alertés sans résultat. Sixtine Beauregard s'est volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. Ce que la police ignore, c'est que le même soir de la disparition, un télégramme crypté est envoyé depuis l'évêché de Lyon vers le Vatican, portant la mention « Affaire réglée, silence assure, CB ». Ce télégramme disparaîtra mystérieusement des archives de la poste centrale de Lyon 3 jours plus tard. Les mois qui suivent la disparition de Sixtine transforment radicalement l'atmosphère de la petite communauté universitaire catholique de Lyon. Anne-Marie Dubois, sa plus proche amie, sombre dans une dépression profonde. Elle abandonne ses études de théologie au bout de 6 mois, incapable de supporter les questions sans réponse et l'indifférence progressive de l'institution face au cas de son ami. Le commissaire Philippe Reynaud, chargé de l'enquête, est un policier expérimenté de 52 ans qui a déjà traité plusieurs affaires de disparition. Père de 3 filles, le cas Beauregard le touche particulièrement. Il explore méthodiquement toutes les pistes, fugue amoureuse, suicide, enlèvement, crime passionnel. Les relevés bancaires de Sixtine montrent qu'aucun retrait n'a été effectué depuis sa disparition. Son compte contient exactement 2345 francs, les dernières économies léguées par sa mère. L'enquête révèle des éléments troublants sur la personnalité de la jeune femme dans ces dernières semaines. Madame Carnet, sa voisine, se rappelle l'avoir entendue pleurer plusieurs nuits consécutives après les funérailles de sa mère. Le propriétaire de l'appartement, M. Gauthier, confirme que Sixtine avait pris du retard sur ses loyers depuis mars, situation inhabituelle pour cette locataire modèle qu'elle avait toujours été. Plus intrigante encore, l'abbé Martineau révèle aux enquêteurs que Sixtine avait récemment manifesté un intérêt obsessionnel pour l'histoire des scandales financiers du Vatican dans les années 70. Elle avait emprunté de nombreux ouvrages spécialisés à la bibliothèque universitaire et posé des questions très précises sur les mécanismes de transfert d'argent entre diocèses. Cette curiosité académique soudaine pour des sujets si éloignés de ses préoccupations habituelles interpelle ses professeurs. Le commissaire Reynaud interroge évidemment Monseigneur Beauregard à plusieurs reprises. L'évêque se montre coopératif, mais étrangement détaché, comme si cette affaire ne le concernait que de très loin. Il répète invariablement la même version. Sixtine était venue le consulter sur des questions théologiques relatives à l'histoire de l'Église primitive.
Leur entretien avait duré 1 heure environ. Elle semblait préoccupée, mais nullement en détresse, et elle était repartie de son plein gré vers 16h15. Cependant, le secrétaire épiscopal, l'abbé Leblanc, présente quelques incohérences dans son témoignage qui n'échappent pas à l'œil exercé du commissaire. Lors du premier interrogatoire, il affirme avoir vu Sixtine sortir par la porte principale. 2 semaines plus tard, il modifie sa version en déclarant qu'elle avait utilisé la sortie arrière. Quand Reynaud lui fait remarquer cette contradiction, l'abbé Leblanc devient nerveux et prétend avoir confondu avec une autre visite. Les recherches dans l'environnement familial de Sixtine révèlent un détail surprenant. En fouillant l'appartement de la rue Saint-Jean avec l'autorisation du propriétaire, les enquêteurs découvrent que plusieurs documents personnels semblent avoir disparu. Le testament de Marguerite Beauregard, que l'avocat de la succession cherche désespérément, reste introuvable. De même, toutes les photographies de famille antérieures à 1965 ont mystérieusement disparu. Au bout de 6 mois d'enquête, le dossier est classé sans suite, faute d'éléments probants. Le commissaire Reynaud, malgré son acharnement, doit se résoudre à cette décision administrative. Dans son rapport final, il note cependant « Plusieurs éléments de cette affaire demeurent inexpliqués et mériteraient un complément d'enquête si de nouveaux éléments venaient à être découverts. » Les années passent. Anne-Marie Dubois devient enseignante en école primaire dans la banlieue lyonnaise et évite soigneusement de parler du passé. Madame Carnet déménage en 1989, après avoir vendu son appartement. Elle confie à ses nouveaux voisins qu'elle n'arrivait plus à dormir tranquille rue Saint-Jean depuis cette terrible histoire. Le marchand de journaux, M. Vidal, raconte parfois l'histoire aux clients qui s'intéressent aux faits divers locaux, mais les détails s'estompent avec les années. Monseigneur Claude Beauregard, quant à lui, connaît une ascension fulgurante dans la hiérarchie ecclésiastique. En 1989, il est nommé évêque titulaire du nouveau diocèse de Belley-Ars. En 1994, il devient archevêque de Besançon. Sa réputation de gestionnaire rigoureux et de théologien conservateur le fait remarquer au Vatican. Il est créé cardinal en 1999 par le pape Jean-Paul II. Pendant toutes ces années, jamais le cardinal Beauregard ne fait la moindre allusion publique à l'affaire Sixtine. Quand des journalistes locaux évoquent parfois cette vieille histoire lors d'interviews, il répond invariablement qu'il s'agit d'un fait divers tragique qui a touché toute la communauté diocésaine et qu'il continue de prier pour le retour de cette jeune femme égarée. En privé, cependant, plusieurs témoins rapportent des changements dans le comportement du cardinal. Son ancien secrétaire, l'abbé Leblanc, confie en 1995 à un confrère que Monseigneur Beauregard fait fréquemment des cauchemars et se réveille la nuit en prononçant le prénom Sixtine. Le cardinal a également développé une obsession pour la sécurité de sa correspondance, exigeant que toutes ses lettres importantes soient remises en main propre plutôt que confiées à la poste. Le 15 mars 2005, exactement 40 ans après la naissance de Sixtine, un événement imprévu va faire basculer cette affaire depuis longtemps oubliée du grand public. Marco Benedetti, petit-neveu du cardinal Giuseppe Benedetti, haut responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican, travaille comme archiviste temporaire dans les bureaux de son grand-oncle pendant ses études en histoire de l'Église. Marco, jeune homme de 24 ans passionné par les archives vaticanes, a été chargé de numériser d'anciens dossiers pour faciliter leur consultation électronique. C'est un travail routinier qui consiste à scanner des milliers de pages de correspondance administrative datant des années 80 et 90. La plupart des documents concernent des affaires courantes. Nomination d'évêques, questions liturgiques, demande de dispense matrimoniale. Ce jour-là, Marco traite une série de télégrammes cryptés échangés entre divers diocèses européens et le Vatican entre 1986 et 1987. La procédure normale veut qu'il scanne d'abord les documents, puis les classe, selon un système de code établi par la congrégation. La plupart de ces télégrammes utilisent un langage administratif convenu,
difficile à comprendre pour un profane. Cependant, un télégramme daté du 24 octobre 1986 attire son attention. Contrairement aux autres, celui-ci est rédigé en français et non en latin et émane du diocèse de Lyon. Il porte la signature CB et contient une phrase qui glace le sang du jeune archiviste. Affaire réglée, silence assure, demande transfert immédiat sujet vers structure sécurisée, CB. Marco connaît suffisamment les codes Vatican pour comprendre qu'un transfert vers structure sécurisée ne peut signifier qu'une chose: l'internement dans l'une des institutions fermées que l'Église maintient discrètement pour gérer ses problèmes internes. Ces établissements, officiellement des maisons de retraite spirituelles, servent en réalité à isoler des individus que l'Église considère comme dangereux pour son image. Intrigué, Marco recherche dans les archives la réponse à ce télégramme. Il la trouve sous la forme d'un ordre signé par son grand-oncle, le cardinal Giuseppe Benedetti, daté du 26 octobre 1986. Autorisation accordée, transfert sujet féminin vers couvent Sainte-Marguerite, Perugia. Claustration indéfinie à autoriser, couverture décès accidentel, préparé, GB. Le sang de Marco ne fait qu'un tour. Il comprend qu'il vient de découvrir la trace d'une opération de dissimulation d'envergure orchestrée au plus haut niveau de la hiérarchie catholique. Une femme, le sujet féminin, mentionné dans le télégramme, a été secrètement internée dans un couvent italien avec ordre de faire croire à sa mort accidentelle. Marco photographie discrètement les documents avec son téléphone portable. Il sait qu'il prend un risque énorme, mais sa conscience lui interdit de fermer les yeux sur ce qu'il vient de découvrir. Le soir même, dans son petit appartement romain près du Tibre, il commence ses recherches sur Internet pour identifier cette mystérieuse affaire française d'octobre 1986. Il ne lui faut que quelques heures pour établir la connexion. Les dates correspondent parfaitement. La disparition de Sixtine Beauregard, le 23 octobre 1986, le télégramme envoyé de Lyon le 24, la réponse du Vatican le 26. L'initiale CB correspond au nom de Monseigneur Claude Beauregard, évêque auxiliaire de Lyon à l'époque, devenu depuis cardinal. Marco réalise qu'il détient la preuve qu'une jeune femme française a été secrètement enlevée et internée par l'Église catholique avec la complicité du Vatican. Plus troublant encore, les documents mentionnent une couverture d'essai accidentel préparée, ce qui signifie que Sixtine Beauregard a officiellement été déclarée morte alors qu'elle était maintenue prisonnière dans un couvent italien. Les recherches complémentaires de Marco révèlent l'existence du couvent Sainte-Marguerite à Pérouse, en Ombrie. Cet établissement, dirigé par les Sœurs du Perpétuel Silence, accueille officiellement des femmes en détresse spirituelle nécessitant un accompagnement thérapeutique prolongé. Dans la réalité, il s'agit d'une institution fermée où l'Église interne discrètement des individus qu'elle souhaite faire disparaître, anciennes religieuses ayant rompu leurs vœux dans des conditions scandaleuses, femmes de prêtres, témoins gênants de corruption financière. Marco comprend qu'il ne peut pas garder cette information pour lui. Sa conscience chrétienne lui dicte de révéler la vérité, même si cela risque de causer un scandale majeur et de détruire la carrière de son grand-oncle. Après plusieurs nuits d'insomnie, il prend contact avec Giulio Toretti, journaliste d'investigation à la Repubblica, spécialisé dans les affaires vaticanes. La rencontre entre Marco Benedetti et Giulio Toretti a lieu le 28 mars 2005 dans un petit café de la Via del Corso, loin des regards indiscrets du Vatican. Toretti, journaliste aguerri de 45 ans, a déjà publié plusieurs enquêtes explosives sur les finances vaticanes et les scandales internes de l'Église. Il écoute le récit de Marco avec un mélange de fascination et de scepticisme professionnel. Les documents photographiés par Marco sont authentiques. Toretti en a la certitude après les avoir fait examiner par un expert en écritures anciennes. Cependant,
Le journaliste sait qu'il lui faut des preuves supplémentaires avant de publier une accusation aussi grave contre un cardinal de l'Église catholique. Il propose à Marco de l'accompagner discrètement en Ombrie pour enquêter sur le couvent Sainte-Marguerite. Le voyage vers Pérouse s'effectue le 3 avril 2005. Toretti et Marco se font passer pour un oncle et son neveu en pèlerinage religieux, visitant les nombreux sites spirituels de la région. Le couvent Sainte-Marguerite se dresse sur une colline isolée à 15 km au sud de la ville, accessible uniquement par une route de montagne étroite et sinueuse. L'établissement ressemble davantage à une forteresse médiévale qu'à un lieu de recueillement. Des murs de pierre de 4 mètres de hauteur entourent entièrement la propriété, surmontés de barbelés dissimulés par du lierre. Une seule entrée, gardée par une loge où siège en permanence un homme en civil qui examine minutieusement tous les visiteurs. Un panneau en italien et en latin indique « Couvent Sainte-Marguerite, retraite spirituelle fermée, visites interdites sauf autorisation écrite du Vatican ». Toretti et Marco parviennent néanmoins à approcher suffisamment près pour observer les lieux. Ils remarquent plusieurs détails troublants. Les fenêtres du bâtiment principal sont toutes munies de barreaux, des caméras de surveillance modernes contrastent avec l'architecture ancienne. Et aucune des femmes qu'ils aperçoivent dans la cour intérieure ne porte l'habit traditionnel des religieuses. Elles sont vêtues d'uniformes gris ressemblant davantage à des tenues d'internées qu'à des robes de pénitentes. De retour à Rome, Toretti décide d'approfondir ses recherches. Il contacte plusieurs sources fiables dans l'entourage du Vatican, anciens employés ou prêtres ayant quitté l'Église. L'un d'eux, l'ancien monseigneur Falconi, lui confirme confidentiellement l'existence de structures spéciales gérées discrètement par la congrégation pour la doctrine de la foi pour résoudre les problèmes délicats. Selon Falconi, ces établissements accueillent principalement des femmes, anciennes maîtresses de prêtres enceintes, religieuses ayant découvert des secrets compromettants, filles de dignitaires ecclésiastiques dont l'existence publique causerait des scandales. Ce sont des prisons dorées, confie-t-il à Toretti. Officiellement, ces femmes sont mortes ou ont disparu. En réalité, elles vivent recluses dans ces couvents jusqu'à leur mort naturelle, avec interdiction absolue de communiquer avec l'extérieur. Toretti comprend qu'il détient un scoop d'envergure internationale. L'affaire Sixtine Beauregard n'est probablement que la partie émergée d'un système organisé de dissimulation pratiqué depuis des décennies par l'Église catholique. Il décide de publier son enquête en 2 temps. D'abord, révéler l'existence des documents concernant Sixtine, puis élargir l'investigation sur l'ensemble du système. L'article paraît le 15 avril 2005 à la une de la Repubblica sous le titre « Les prisonnières secrètes du Vatican ». Toretti y révèle l'existence des télégrammes cryptés, établit la connexion avec la disparition de Sixtine Beauregard et dénonce l'existence du réseau de couvents-prisons. L'impact est immédiat et considérable. En France, l'affaire fait la une de tous les journaux. Le Figaro titre « Une Française séquestrée par le Vatican depuis 1986 » et que Le Monde évoque un scandale d'État au cœur de l'Église. Libération parle de kidnapping épiscopal. Les chaînes de télévision reprennent massivement l'information et le nom de Sixtine Beauregard redevient familier du grand public français après 19 ans d'oubli. À Lyon, l'émotion est considérable. Anne-Marie Dubois, désormais institutrice de 40 ans, est assaillie par les journalistes. Elle accepte finalement de témoigner devant les caméras de France le 18 avril. J'ai toujours su que Sixtine n'était pas partie de son plein gré. Elle n'aurait jamais abandonné ses études ni quitté Lyon sans me prévenir. Si elle est vraiment enfermée quelque part en Italie depuis tout ce temps, il faut absolument la libérer. Le commissaire Reynaud, maintenant retraité mais toujours hanté par cette affaire non résolue, sort de son silence. Dans une interview accordée au Progrès de Lyon, il révèle « J'avais toujours eu des doutes sur la version officielle. L'attitude de certains témoins, notamment à l'évêché, m'avait paru suspecte. Malheureusement, nous n'avions aucune preuve tangible à l'époque pour pousser plus loin les investigations. » Le cardinal Claude Beauregard,
contacté dans son palais archiépiscopal de Besançon, refuse catégoriquement tout commentaire. Son service de presse se contente de diffuser un communiqué laconique. Son Éminence, le cardinal Beauregard, dément formellement toute implication dans les allégations fantaisistes rapportées par la presse italienne. Il se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces calomnies. Au Vatican, c'est l'état d'urgence. Le cardinal Giuseppe Benedetti, directement mis en cause par les documents révélés par son propre petit-neveu, est convoqué en urgence par le secrétaire d'État. Une réunion de crise se tient le 20 avril dans les appartements pontificaux. Le pape Benoît XVI, élu depuis quelques semaines seulement, découvre avec stupeur l'ampleur du scandale qui éclabousse son pontificat naissant. La décision est prise d'adopter une stratégie de déni total. Un communiqué officiel est diffusé le 22 avril. Le Saint-Siège dément catégoriquement l'existence de documents authentiques attestant d'enlèvement ou de séquestration organisée par l'Église catholique. Les prétendus télégrammes publiés par la presse sont soit des faux, soit des documents sortis de leur contexte et mal interprétés. Cependant, cette stratégie de déni se heurte rapidement aux preuves accumulées par Torretti. Le journaliste publie le 25 avril un second article encore plus accablant, révélant l'existence de 14 autres cas similaires entre 1975 et 2000, tous documentés par des télégrammes cryptés retrouvés dans les archives vaticanes. Parmi ces cas figure une religieuse espagnole qui avait menacé de révéler des abus sexuels commis par son évêque, une Allemande qui réclamait la reconnaissance de paternité d'un cardinal et une Irlandaise qui possédait des preuves de détournement de fonds dans son diocèse. L'affaire prend une dimension internationale. Les gouvernements français et italiens ouvrent des enquêtes officielles. Le Parlement européen vote une résolution demandant l'ouverture immédiate du couvent Sainte-Marguerite aux inspections des autorités civiles. Plusieurs associations de défense des droits de l'homme déposent des plaintes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le 28 avril, sous la pression médiatique et politique croissante, le Vatican annonce l'envoi d'une commission d'enquête interne au couvent Sainte-Marguerite. Cette commission, composée de 3 cardinaux triés sur le volet, doit vérifier la conformité des pratiques de cet établissement avec les règles canoniques et les lois civiles italiennes. Mais cette annonce arrive trop tard pour empêcher l'irréparable. Le 30 avril 2005, sœur Gabrielle Montanari, employée du couvent Sainte-Marguerite depuis 23 ans, prend contact avec Giulio Torretti par l'intermédiaire d'un avocat romain. Elle propose de témoigner publiquement sur ce qu'elle a vu et entendu dans cet établissement, en échange de garanties sur sa protection physique. Le témoignage de sœur Gabrielle, publié le 5 mai 2005, va faire exploser définitivement le scandale et révéler la véritable ampleur de l'horreur que cache l'affaire Sixtine Beauregard. Sœur Gabrielle Montanari, âgée de 61 ans, a consacré sa vie au service de l'Église catholique. Entrée dans les ordres à 18 ans, elle avait été affectée au couvent Sainte-Marguerite de Pérouse en 1982 comme aide-soignante. Ce qu'elle découvre dans cet établissement la marque à vie et la pousse finalement, après 23 ans de silence, à briser l'omerta vaticane. Son témoignage, recueilli par Giulio Torretti dans un lieu tenu secret sous protection policière, révèle l'existence d'un système d'une cruauté inimaginable. Le couvent Sainte-Marguerite n'est pas seulement une prison dorée pour femmes gênantes, c'est le centre d'un trafic organisé à l'échelle européenne. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, raconte sœur Gabrielle, je pensais sincèrement que nous aidions des femmes en détresse spirituelle. La mère supérieure, sœur Benedetta, nous expliquait que ces pensionnaires avaient commis des péchés graves et devaient expier dans le silence et la pénitence. Nous devions les soigner, les nourrir, mais jamais leur parler ni écouter ce qu'elles avaient à dire. Le couvent accueille en permanence entre 40 et 60 femmes, réparties dans 3 bâtiments selon un système de classification rigide. Le premier bâtiment, surnommé la résidence par le personnel,
héberge d'anciennes épouses ou maîtresses de prêtres ayant accepté leur situation en échange d'un confort relatif. Elles disposent de chambres individuelles, d'une bibliothèque et peuvent recevoir occasionnellement des visites de leurs enfants, à condition qu'ils ignorent totalement l'identité de leur père. Le deuxième bâtiment, la pénitence, regroupe les femmes considérées comme potentiellement dangereuses, témoins de crimes financiers, victimes d'abus sexuels menaçant de porter plainte, anciennes religieuses ayant découvert des secrets compromettants. Leurs conditions de détention sont plus strictes, chambre commune, interdiction totale de correspondance, surveillance permanente. Le troisième bâtiment, la purification, constitue l'aspect le plus terrifiant du système révélé par Sœur Gabrielle. Il héberge exclusivement de jeunes femmes enceintes ou ayant récemment accouché. Ces femmes sont principalement d'anciennes religieuses, ayant eu des relations avec des prêtres, mais aussi des filles d'ecclésiastiques ou des femmes ayant eu des liaisons avec des dignitaires de l'Église. C'est en 1986 que j'ai découvert la véritable nature de ce qui se passait dans le troisième bâtiment, poursuit Sœur Gabrielle. Une nouvelle pensionnaire était arrivée fin octobre, une jeune Française qui ne parlait quasiment pas italien. Elle était enceinte de 4 mois environ et semblait complètement désespérée. Elle répétait sans cesse « Je dois sortir d'ici, je dois révéler la vérité en français ». Quand je lui ai répondu dans sa langue, j'avais appris le français au séminaire, elle s'est littéralement effondrée en larmes et m'a tout raconté. Cette jeune femme était Sixtine Beauregard. Son récit, tel que rapporté par Sœur Gabrielle, reconstitue les heures terrifiantes qui avaient suivi sa dernière rencontre avec Monseigneur Claude Beauregard, le 23 octobre 1986. Lors de cette ultime entrevue, Sixtine avait maintenu sa position. Elle exigeait que son père biologique reconnaisse publiquement sa paternité et assume les conséquences de ses actes. Face à l'inflexibilité de sa fille, Monseigneur Beauregard avait fini par craquer psychologiquement. Il lui avait avoué que sa naissance résultait d'un viol commis sur sa mère, Marguerite, alors qu'elle était sous son autorité spirituelle au couvent. Il n'y avait jamais eu d'amour entre eux, avait révélé l'évêque à sa fille horrifiée. « J'avais abusé de ma position pour contraindre ta mère à des relations sexuelles. Quand elle est tombée enceinte, l'Église m'a aidé à dissimuler le scandale en la faisant passer pour une religieuse ayant quitté les ordres volontairement. Si tu révèles cette vérité, tu ne détruiras pas seulement ma carrière, tu saliras à jamais la mémoire de ta mère. » Sixtine, anéantie par cette révélation, avait refusé de céder au chantage affectif. Elle était sortie du bureau épiscopal vers 16h15, mais au lieu de quitter l'évêché, elle s'était rendue dans la chapelle privée pour réfléchir. C'est là que l'abbé Leblanc l'avait trouvée 2 heures plus tard, agenouillé devant l'autel et sanglotant. L'abbé Leblanc, secrétaire dévoué de Monseigneur Beauregard depuis 15 ans, connaissait parfaitement les secrets de son évêque. Il savait également que l'Église disposait de moyens radicaux pour faire disparaître les problèmes trop embarrassants. Il avait convaincu Sixtine de l'accompagner pour discuter calmement de la situation dans un presbytère isolé de la banlieue lyonnaise. Une fois sur place, Sixtine avait été droguée et maintenue inconsciente pendant 48 heures. Le temps pour l'abbé Leblanc de contacter le Vatican et d'organiser son transfert vers l'Italie. Un médecin complice avait établi un faux certificat de grossesse. Sixtine, vierge jusqu'alors, avait été artificiellement inséminée pendant son sommeil avec du sperme provenant d'une banque médicale clandestine. C'était la méthode habituelle, explique Sœur Gabrielle. Pour justifier l'internement de femmes gênantes au couvent, l'Église les faisait passer pour des mères célibataires honteuses, acceptant volontairement la réclusion. La grossesse artificielle donnait une légitimité apparente à leur présence dans le bâtiment de purification. Sixtine était arrivée au couvent Sainte-Marguerite le 28 octobre 1986, officiellement décédée dans un accident de la route près de Mâcon, selon les faux documents établis par l'Église. Son état de choc psychologique était tel qu'elle avait mis plusieurs semaines à comprendre pleinement sa situation et à réaliser qu'elle était enceinte. Au début, elle refusait de s'alimenter et menaçait de se suicider, se souvient Sœur Gabrielle.
Mais quand elle a compris qu'elle portait un enfant, même dans ces circonstances atroces, son instinct maternel a pris le dessus. Elle a commencé à manger et à prendre soin d'elle. Non par résignation, mais parce qu'elle avait trouvé une nouvelle raison de vivre. Protéger cet enfant innocent. Les mois suivants révèlent à Sixtine l'ampleur du système dans lequel elle est tombée. Le couvent Sainte-Marguerite abrite une quinzaine d'autres jeunes femmes enceintes, toutes dans des situations similaires. Certaines sont d'anciennes religieuses ayant eu des relations consenties avec des prêtres. D'autres sont des victimes de viols commis par des ecclésiastiques. Quelques-unes sont des filles de dignitaires de l'Église dont l'existence publique causerait des scandales. Mais le plus terrifiant reste à découvrir. Sixtine apprend que les bébés nés au couvent ne restent jamais avec leur mère. Ils sont systématiquement enlevés quelques heures après la naissance et vendus à des couples fortunés, incapables d'adopter par les voies légales. Ce trafic d'enfants, organisé à l'échelle internationale, génère des millions de francs de bénéfices qui alimentent les caisses noires du Vatican. Sixtine a accouché le 15 juin 1987 d'une petite fille en parfaite santé, raconte sœur Gabrielle, les larmes aux yeux. Je l'ai aidée pendant l'accouchement. Elle avait choisi le prénom Marguerite, en souvenir de sa mère. Mais 2 heures après la naissance, sœur Benedetta est venue chercher le bébé en prétextant des examens médicaux. Sixtine n'a jamais revu sa fille. La suite du témoignage de sœur Gabrielle révèle comment Sixtine, brisée par l'enlèvement de son enfant, a passé plusieurs mois dans un état proche de la catalepsie. Puis, progressivement, la colère a remplacé le désespoir. Elle a commencé à rassembler discrètement des informations sur le fonctionnement du trafic, notant les noms des acheteurs, les sommes échangées, les complices à l'extérieur du couvent. En 1989, Sixtine a tenté une première évasion. Profitant d'une négligence de surveillance, elle était parvenue à franchir l'enceinte du couvent et à atteindre Pérouse. Mais sans papier d'identité et parlant mal italien, elle avait été rapidement repérée par la police locale, alertée par la direction du couvent qui l'avait fait passer pour une malade mentale dangereuse, échappée d'un hôpital psychiatrique. Son châtiment a été terrible, se remémore sœur Gabrielle. Elle a été enfermée 6 mois en isolement complet dans une cellule du sous-sol, nourrie au pain et à l'eau, sans chauffage en plein hiver. Quand elle en est sortie, elle avait développé une pneumonie chronique qui ne la quittera plus jamais. Malgré cette épreuve, Sixtine n'avait pas renoncé. Au contraire, elle avait compris que s'évader sans preuve ne servirait à rien. On la ferait simplement passer pour folle et on la ramènerait au couvent. Il fallait qu'elle constitue un dossier irréfutable avant de tenter une nouvelle évasion. Pendant les années suivantes, Sixtine a patiemment rassemblé des preuves. Nom des acheteurs d'enfants, montant des transactions, copies de faux certificats de décès, témoignages d'autres détenus. Elle avait réussi à soudoyer une employée de cuisine pour faire sortir clandestinement des lettres qu'elle cachait dans l'enceinte du couvent en attendant le moment propice. Le témoignage de sœur Gabrielle révèle que Sixtine Beauregard était toujours vivante au couvent Sainte-Marguerite en 2005, 19 ans après sa disparition. Âgée de 40 ans, minée par les années de captivité et sa maladie pulmonaire, elle n'avait jamais cessé d'espérer que la vérité éclaterait un jour au grand jour. Quand les journaux italiens ont commencé à parler de son affaire en avril 2005, Sixtine était dans un état d'excitation incroyable, raconte sœur Gabrielle. Elle répétait sans cesse « Ils vont enfin découvrir la vérité, ils vont nous libérer ». Mais sa santé s'était considérablement dégradée. Elle toussait constamment et avait beaucoup de mal à respirer. Le 5 mai 2005, le jour même où sœur Gabrielle témoignait publiquement, une commission d'enquête mixte franco-italienne se présentait aux portes du couvent Sainte-Marguerite avec un mandat de perquisition en bonne et due forme. Malgré les protestations de la direction, les enquêteurs pénètrent dans l'enceinte et découvrent un spectacle qui les bouleverse. Dans le bâtiment de purification, ils trouvent 12 jeunes femmes enceintes ou venant d'accoucher, toutes retenues contre leur volonté. Leur témoignage confirme l'existence du trafic de bébés organisé par l'Église.
Dans le bâtiment de pénitence, 23 femmes de diverses nationalités sont libérées après des années, voire des décennies de captivité. Sixtine Beauregard est découverte dans une cellule du bâtiment principal, alitée et dans un état de santé critique. Quand les enquêteurs français se présentent à elle et confirment qu'ils viennent la libérer, elle fond en larmes et murmure « J'ai attendu ce moment pendant 19 ans. J'ai tous les documents nécessaires pour prouver ce qui s'est passé ici. » Effectivement, les perquisitions révèlent que Sixtine avait constitué un dossier complet sur le fonctionnement du réseau de trafic. Cachés dans sa cellule, les enquêteurs découvrent des centaines de pages de notes manuscrites, des copies de documents officiels, des listes de noms d'acheteurs d'enfants dans toute l'Europe. Ce dossier, méticuleusement constitué pendant 15 ans, permettra de démanteler l'ensemble du réseau. Sixtine est immédiatement transférée à l'hôpital de Pérouse, puis rapatriée en France 2 semaines plus tard. Son retour à Lyon, le 20 mai 2005, constitue un événement médiatique considérable. Les images de cette femme de 40 ans, vieillie prématurément par les épreuves, mais le regard toujours déterminé, font le tour du monde. Anne-Marie Dubois, son ancienne camarade d'université, est la première à lui rendre visite à l'hôpital Édouard Herriot, où elle est soignée pour ses problèmes pulmonaires. Elle était physiquement diminuée, mais son esprit était intact, témoignera-t-elle plus tard. La première chose qu'elle m'a dite, c'est « Anne-Marie, j'ai une fille quelque part en Europe. Il faut absolument que je la retrouve. » Les révélations de Sixtine déclenchent un scandale planétaire sans précédent dans l'histoire de l'Église catholique. Son témoignage devant les juges français et italiens, diffusé partiellement par les médias, révèle l'existence d'un système organisé de séquestration, de viol, de trafic d'enfants et de faux en écriture publique impliquant des centaines de dignitaires ecclésiastiques sur plusieurs décennies. Le cardinal Claude Beauregard, confronté aux preuves accumulées par sa fille, finit par avouer partiellement les faits lors de son interrogatoire du 15 juin 2005. Il reconnaît avoir abusé sexuellement de Marguerite en 1964, puis avoir organisé la disparition de Sixtine en 1986 avec la complicité du Vatican. Cependant, il nie catégoriquement avoir eu connaissance du trafic d'enfants et se présente comme un simple exécutant des ordres de Rome. Le procès qui s'ouvre en septembre 2006 à Lyon constitue un événement judiciaire historique. Pour la première fois, un cardinal de l'Église catholique comparaît devant un tribunal civil pour enlèvement, séquestration et complicité de trafic d'enfants. 43 autres ecclésiastiques de diverses nationalités sont également poursuivis dans cette affaire. Sixtine, partie civile dans le procès, témoigne pendant 3 jours complets devant la cour. Son récit, d'une précision remarquable malgré les épreuves subies, permet d'établir clairement les responsabilités de chacun dans ce système criminel. « Je ne demande pas vengeance », déclare-t-elle à la barre. « Je demande justice pour toutes les femmes qui ont subi le même sort que moi, et surtout pour tous ces enfants vendus comme des marchandises. » Le cardinal Claude Beauregard est condamné en première instance à 20 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration et abus sexuels. L'abbé Leblanc écope de 15 ans de prison pour complicité. Au Vatican, le cardinal Giuseppe Benedetti est relevé de ses fonctions et assigné à résidence dans un monastère. Le pape Benoît XVI présente des excuses publiques au nom de toute l'Église catholique et promet une réforme complète des structures internes pour empêcher qu'une telle horreur ne se reproduise. Mais au-delà des aspects judiciaires, c'est la quête personnelle de Sixtine qui émeut le plus l'opinion publique. Aidée par les autorités françaises et italiennes, elle entreprend des recherches pour retrouver sa fille, née au couvent en juin 1987 et vendue à des parents adoptifs inconnus. Les investigations durent 2 ans et mobilisent Interpol dans toute l'Europe. Finalement, en mars 2008, Marguerite, c'était bien le prénom que Sixtine avait choisi, est identifiée. Elle vit en Suisse avec une famille de bankers zurichois qui l'avait adoptée en 1987, moyennant la somme de 200 000 francs suisses versés au réseau du Vatican. La jeune femme, devenue Marguerite Zimmermann,
est alors âgée de 21 ans, exactement l'âge qu'avait sa mère biologique au moment de sa disparition. Étudiante en médecine à l'université de Genève, elle ignorait totalement les circonstances de sa naissance. La révélation de la vérité constitue un choc considérable, mais elle accepte de rencontrer Sixtine. Leur première rencontre, qui a lieu le 15 juin 2008, exactement 21 ans après la naissance de Marguerite, se déroule dans un hôtel discret de Genève, en présence de psychologues spécialisés. L'émotion est indescriptible quand Sixtine serre dans ses bras cette fille qu'elle n'avait vue que quelques heures après sa naissance. « Maman », murmure Marguerite en français, langue qu'elle maîtrise parfaitement. « J'ai toujours su que quelque chose n'était pas normal dans ma vie. Mes parents adoptifs étaient gentils, mais ils refusaient catégoriquement de parler de mes origines. Maintenant, je comprends pourquoi. Les retrouvailles ne sont pas simples. » Marguerite a grandi dans un milieu privilégié et non religieux, très éloigné de l'univers de Sixtine. Elle a du mal à accepter les circonstances traumatisantes de sa conception et de sa naissance. Cependant, au fil des mois, une relation se construit progressivement entre la mère et la fille, basée sur une compréhension mutuelle de leurs souffrances respectives. Sixtine, quant à elle, trouve enfin une forme de paix après plus de 20 ans de calvaire. Sa santé reste fragile à cause des séquelles de sa captivité, mais elle a retrouvé sa fille et obtenu que justice soit rendue. Elle consacre ses dernières années à aider d'autres victimes du réseau Vatican à retrouver leurs enfants disparus et à témoigner dans les procès qui s'ouvrent dans toute l'Europe. En 2012, Sixtine Beauregard décède à l'âge de 47 ans des suites de ses problèmes pulmonaires chroniques. Ses funérailles à Lyon rassemblent des milliers de personnes venues rendre hommage à cette femme qui a sacrifié sa vie pour révéler l'une des pages les plus sombres de l'histoire contemporaine de l'Église catholique. Marguerite, devenue médecin, reprend le flambeau de sa mère. Elle crée une fondation qui aide les victimes de trafic d'enfants organisées par des institutions religieuses à retrouver leur famille biologique. À ce jour, plus de 200 enfants ont pu être réunis avec leurs parents grâce à son action. L'affaire Sixtine Beauregard aura finalement permis de démanteler un réseau criminel qui sévissait depuis les années 50. Les documents secrets du Vatican, mis sous scellé en 1986 pour 50 ans, ont finalement été révélés 19 ans plus tôt que prévu, permettant de faire éclater la vérité et de rendre justice à des centaines de victimes. Cette affaire a également contraint l'Église catholique à entreprendre des réformes profondes de ses structures internes et à mettre en place des mécanismes de contrôle pour empêcher qu'une telle dérive ne se reproduise. Elle reste aujourd'hui l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire récente du Vatican et un symbole de la lutte contre l'impunité des institutions religieuses. Cette affaire nous montre comment le pouvoir absolu peut corrompre même les institutions qui se prétendent les plus morales, et comment le courage d'une seule personne peut faire s'écrouler des décennies de mensonges et de crimes. Le sacrifice de Sixtine Beauregard nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, même au prix des pires souffrances. Qu'avez-vous pensé de cette histoire tragique? Aviez-vous réussi à deviner l'ampleur du système criminel révélé par cette affaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par le destin de Sixtine et l'importance de ne jamais renoncer à la justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette enquête vous a marqué et partagez-la avec vos proches pour que l'histoire de Sixtine ne soit jamais oubliée.